Miko! Make love, not war, with new Axe Peace. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hubert. Je vous le dis tout de suite, ça n'est pas un homme qui se cache derrière ce prénom, mais un groupe d'hommes, le commando le plus secret de l'armée française, le corps des nageurs de combat. C'est un tout petit groupe, au physique et au moral d'acier, capable de sauter d'un avion à très haute altitude, de plonger en mer, de nager jusqu'à un sous-marin, capable de s'infiltrer en zone ennemie, à la nage, sans faire de bulles, pour être absolument indétectable, capable de saboter, d'arraisonner n'importe quel bateau. C'est la première fois qu'une caméra accompagne ces hommes à l'entraînement, 1 an de tournage, pour raconter un univers très rustique, totalement imperméable au stress. Rustique et secret. Chez Hubert, monsieur, on ne parle pas, on ne raconte pas. Même les femmes de ces soldats vont apprendre des choses ce soir sur la vie de leur mari, car ils n'en parlent jamais, même sur l'oreiller. Voici Nageurs de combat, un film de Roch Pescader.
mission d'entraînement quelque part en Méditerranée. Nous sommes avec l'unité la plus secrète de l'armée française, les nageurs de combat du commando Hubert. Il ne leur faudra que quelques minutes pour observer et photographier un objectif ennemi, avant de repartir aussi discrètement qu'ils sont arrivés. Ces deux nageurs de combat appartiennent au commando Hubert. Vous ne verrez jamais le visage de ces hommes. L'anonymat et le secret restent sans doute leurs meilleures armes, et ce n'est qu'après mûre réflexion qu'ils ont accepté d'ouvrir leur base à notre caméra. Une condition, respecter leur zone d'ombre, gage de leur sécurité et de leur efficacité en opération. Joli. Tu passes celui d'en haut. Nous sommes en décembre 2000. Ce jour-là, une partie du commando Hubert part assurer la protection d'un sommet européen. Une opération de police, mais qui a besoin d'un renfort militaire spécialisé. Dans le cadre du sommet de Nice, un cadre juridique a été fixé. Les forces armées ont été réquisitionnées pour aider les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'ensemble du dispositif. Donc c'est dans ce cadre-là que nous agissons. Donc il y a un cadre d'usage des armes, donc je ne vais pas développer ici, mais qui est lié au cadre juridique de militaires français agissant sur le territoire français au profit de l'État français. Lorsqu'on fait nos interventions, nous sommes accompagnés d'un officier de police judiciaire qui permet à la fois de bien repréciser localement le cadre et d'être témoin de ce qui a été fait. Frégates, hélicoptères et nageurs de combat, la marine a déployé les grands moyens. Pendant toute la durée du sommet européen, ces hommes vont patrouiller au large de la côte niçoise, sur un périmètre de plusieurs kilomètres. Objectif, empêcher la moindre infiltration par mer. Tout ce qui flotte, tout ce qui bouge doit être identifié. Rien ne doit venir perturber cette réunion des chefs d'État européens. 24 heures sur 24, les hommes d'Hubert ont été le discret fer de lance de leur sécurité. L'histoire des nageurs de combat commence ici, en Italie. La baie de la Spezia, tout près de Gênes, abrite un musée naval où l'on retrouve les premières traces de ces unités d'élite. On les surnomme alors les hommes torpilles. Dans la nuit du 31 octobre 1918, à bord de cette simple torpille en bois, un plongeur italien réussit pour la première fois à couler un bateau ennemi, le navire amiral de la flotte austro-hongroise. L'auteur de ce fait d'armes s'appelle Raffaele Rossetti. Il est ingénieur, il a conçu lui-même cette torpille d'approche. La technique semble rudimentaire, mais elle est diaboliquement efficace. Et les plongeurs italiens améliorent leur équipement durant la Seconde Guerre mondiale. Leurs audaces terrorisent la flotte anglaise. Ils parviennent à s'infiltrer dans les filets anti-sous-marins et à couler des cuirassés dans le port de Gibraltar et d'Alexandrie. Anglais et Allemands vont rapidement créer à leur tour ce type de commando. Mais il faudra attendre plusieurs années avant que les pionniers italiens ne fassent des émules en France. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée française est à reconstruire totalement. La création d'unités commando n'est pas une priorité. Dans leur coin, pourtant, des hommes perfectionnent le scaphandre autonome. Mais personne ne songe vraiment à former des nageurs de combat. Personne, à l'exception de deux hommes,
2 aventuriers dont les destins vont se croiser dans les années 50. L'un s'appelle Claude Riffaut, ancien résistant, et l'autre Robert Maloubier, un ancien des forces françaises libres. Rien n'était développé. On n'avait ni appareil de plongée, ni concept, rien du tout. Ce qu'on savait, c'est ce qu'on avait. Bien sûr, j'avais étudié toutes les opérations possibles, imaginables, des Italiens, des Anglais, des Allemands, des Russes. Et Riffaut, de son côté, la même chose, puisque quand Riffaut est arrivé, parallèlement à ce que j'ai fait, lui avait écrit à un moment donné une lettre, il vous le racontera probablement, une lettre au chef d'état-major général de la marine en disant « Tiens, on n'a pas de nageurs de combat, il faudrait faire des nageurs de combat ». On avait déjà vaguement des démineurs, si vous voulez, à l'époque, mais pas de nageurs de combat. Le concept d'utilisation était double, je dirais. D'une part, il y avait, comme au cours de la dernière guerre chez les Italiens ou les Anglais ou les Allemands, des missions offensives qui consistaient à aller rattaquer dans les ports ou dans les mouillages des navires ou des installations ennemies ou de renseignement et mission d'aide au débarquement d'une force importante. Je fais une note au ministre en disant, bien sûr, le ministre, il n'aura rien à cirer de ce qu'on va écrire là, il s'en fiche, le ministre. Par contre, le ministre a répondu, dans le mois d'ailleurs, il a dit, puisque vous vouliez faire des nageurs, vous avez besoin de nageurs de combat, il n'y a qu'à les former. Je me suis retrouvé un jour sur le bord du port d'Arzeux, le 2 ou 3 janvier 1952. Des baraquements qui devaient remonter au Duc d'Aumale, à la Conquête, qui n'avaient ni téléphone, ni rien du tout. Aucune structure quelle qu'elle soit, on avait une table, une chaise. 1 ou 2 jours plus tard, un enseigne de vaisseau qui est arrivé, il dit, moi je suis le marin dans le coup, et puis je m'appelle Claude Riffaut. Je dis, ben, salut, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on fait des nageurs de combat. La composition du commando Hubert était faite par des personnels qui étaient d'abord volontaires pour cette mission, et en grande partie, c'était tous des fusiliers marins commando. Ah, ça, c'était le passage. Il fallait être également parachutiste pour faire le cours de nageurs de combat. Sur ces missions de nageurs de combat de départ, déjà, on a eu beaucoup de problèmes avec les matériels. On faisait des plongées à l'époque de 15-20 minutes, parce que les bouteilles étaient petites. Et on avait souvent des accidents de plongée parce que les appareils étaient un peu poreux. Bon, ben, on mettait la personne qui avait son petit problème au repos 24 heures, et puis après, ben, on continuait le boulot, quoi. En fin 52, on était opérationnel parce que on a eu le brevet nageur et on a commencé à faire des missions sur Toulon. Le commandement marine ne croyait pas trop aux missions de nageurs. Ils étaient un peu sceptiques en disant « mais c'est pas possible, ils vont pas pouvoir couler des bateaux », quelque chose comme ça. Alors on a fait des exercices sur la rade de Toulon. On nous a d'abord dispatchés dans la nature, dans des villas et autres, où on était mis au secret pendant quelques jours. On rentrait dans l'arsenal, on s'équipait dans l'arsenal et on allait poser des charges sur des bateaux de la marine. Par exemple, moi j'avais comme objectif la Romanche. On a posé nos charges sur la Romanche et on est reparti, on a été récupéré par des grandes voitures, on est reparti se planquer. La marine était toujours sceptique, alors Maloubi a dit bah, parce que c'est comme ça, demain soir on recommence. Et le lendemain soir on a remis la sauce et on a réussi encore cette deuxième mission. Et on a confirmé encore le surlendemain par une troisième mission. Le commando des nageurs de combat français est né. Il s'appelle Hubert, du nom d'un héros français mort sur les côtes de Normandie le 6 juin 1944. Ces combattants trouvent rapidement leur place dans la marine nationale. Leur entrée dans le monde opérationnel commence en 1956 pendant la crise de Suez. Les nageurs de combat d'Hubert sont les premiers à débarquer sur les côtes égyptiennes. Puis c'est la guerre d'Algérie. La sécurité du général de Gaulle est assurée par le commando Hubert. Commence alors une longue période d'entraînement avant l'Afrique, puis le Liban. En 1988 éclate l'affaire d'Ouvéa. Pour le commando Hubert, un nouveau style d'intervention. Il fait désormais partie des forces spéciales. Monsieur, bonjour, asseyez-vous. Alors, vous êtes la deuxième fournée, puisque avant vous,
nous avons testé et évalué 16 de vos camarades. Donc pendant ces 15 jours, vous allez nous donner tout ce que vous avez de mieux. Ici, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à vous poser de questions, enregistrer tout ce que l'on vous dit, et puis à la fin, vous serez retenu ou pas. Pas de recours, tout est bien fait. Vous rentrez dans le tambour de la machine à laver, nous programmons. Voilà, pas de questions, et ben ça tombe bien, ça devrait être comme ça pendant 15 jours, et le maître principal du cours va vous dire un petit mot. Messieurs, bonjour, je suis le maître principal, le maître de cours du cours nageur. Le but, c'est de sélectionner les meilleurs parmi vous. Alors, les gens qui pètent des perfos dans un domaine, c'est très bien, mais s'ils sont nuls dans un autre domaine, c'est pas bien du tout pour être candidat pour le cours nageur. Donc soyez bons dans tous les domaines, c'est ce que l'on vous demande ici. Mais attention, quand on monte une échelle, pour arriver au haut de l'échelle, on ne marche pas sur la tronche des gens qui sont déjà sur l'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pourris, les tricheurs et les grandes gueules, ici, on n'en veut pas. À partir du moment où vous quitterez cette salle, il y aura toujours un instructeur pour entendre la phrase, ou la connerie, ou la réflexion qu'il ne fallait pas dire. Alors, MEF, tout ce qui se passe pendant les 15 jours, chaque instructeur sera au courant. Bon, Cendrillon, ça tombe bien, j'ai une paire pour toi. Présélection des nageurs de combat à l'école de plongée de la marine. 2 fournées par an, 16 candidats à chaque fois, 15 jours impitoyables physiquement et psychologiquement. Tous ces marins volontaires viennent d'autres commandos marines. Ils sont officiers ou sous-officiers, mais une fois ici, plus rien ne compte, même pas le grade. Alors la finalité de cette sélection, c'est de prendre un réservoir de jeunes commandos qui sont volontaires pour être nageurs de combat, de les tester et de prendre ceux qui, a priori, ont les meilleures chances de réussir ce stage. Pendant 15 jours, on essaye de les mettre dans un climat assez dense pour pouvoir regarder à la fois leur performance physique et puis leur capacité à avoir le maximum de clairvoyance avec un nombre d'activités qui est assez important. Tous ont été acceptés sur dossier, mais ils doivent réussir cette présélection avant d'accéder au prestigieux cours nageur. Quand vous passez l'inspection, soyez méthodique. Passez l'inspection mutuellement. Le premier contact est assez rude et la suite sera pareille. Là, pour l'exercice de sauvetage, vous simulerez le passage de la réserve. Ok ? Vous n'avez pas envie d'entendre ou... Ok, vous simulez le passage de la réserve de façon à ne pas interrompre la plongée. Ok ? Allez, je vous attends au bout du contrôle. La première plongée est tout simplement éliminatoire. Elle s'appelle test synthèse, une invention de l'école de plongée. C'est un cocktail d'ennuis programmés. T'attends pas ton équipier, toi. T'as raison, il n'y a pas besoin de toi. Dernière vérification avant le démarrage de l'épreuve. Les instructeurs attendent les élèves dans l'eau. Les candidats vont devoir gérer une panoplie complète de situations inconfortables. Ici, un échec ne s'explique pas, il se constate. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Le stress est à la hauteur de l'enjeu. C'est très difficile, d'autant que le cours pour eux est très important. Pour un commando marine, être nageur de combat, c'est quelque chose de très important. C'est une qualification qui normalement réunit les meilleurs d'entre nous.
Les meilleurs des commandos. Les meilleurs, disons les plus affûtés au niveau de certaines techniques, comme le parachutisme ou la plongée, et ce qui fait différentes activités de notre métier. Et ça va conditionner une vie militaire totalement différente. Des parachutistes, plongée, ski. Oui, montagne, tout un éventail d'activités qui fait que notre métier est quand même bien différent que celui des marins traditionnels. Ce plongeur, comme tous les autres, doit faire plusieurs fois le tour de ce filet anti-sous-marin en portant un poids de 5 kilos. Il n'y arrivera pas. Essoufflé, à bout de force, c'est lorsqu'il commence à couler que l'instructeur met fin à son calvaire. C'est terminé pour lui. Je rappelle le temps, c'est 55 minutes. Au-delà, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un va arrêter? Pour l'instant, tout le monde continue. Il faut des capacités physiques, bien sûr, avec un niveau suffisant sur le plan capacité des efforts musculaires, des capacités de résistance. Un nageur est avant tout quelqu'un de rustique. On n'a pas besoin de champion olympique ni d'un cheval de course. C'est plutôt un cheval de labour, je dirais, qui doit être capable de durer dans l'effort. 39, 57. Ouais. 39, 57. Par contre, l'autre versant qui va venir compléter tout de suite ses capacités physiques, c'est surtout je dirais les qualités psychologiques. On n'a pas besoin de tête brûlée. On a besoin de gens qui soient capables de maîtriser le stress, être intelligents. Et je dirais aussi avoir un petit degré de ruse, ou de débrouillardise pour pouvoir faire face à des situations particulières. Quatrième exercice de la journée. Sur 16 candidats, ils ne sont plus que 14. Plonger de nuit doit rapidement devenir une formalité, car la plupart de leurs opérations se feront dans l'obscurité. Allez, détendeur en bouche, on est parti. On leur apprend à faire abstraction du milieu dans lequel ils vont être en permanence, c'est-à-dire le milieu sous-marin, à faire complètement abstraction du froid, de la nuit, des choses qui sont un petit peu pénibles. Donc on va pousser dans les derniers retranchements tous ces jeunes futurs nageurs pour voir jusqu'à quel point, en fait, l'intérêt c'est d'avoir un degré de conscience le plus élevé possible avec un taux de fatigue, de stress qu'on aura monté au maximum. Ils craqueront tous à un moment donné. Quand on ne le sait pas forcément, mais eux, ça leur permettra de se connaître particulièrement bien et d'avoir repoussé un petit peu certaines limites. De l'eau claire, un luxe rare. Mais ce n'est pas pour autant une partie de plaisir. Il faut enchaîner les longueurs, les exercices en apnée. Savoir faire reculer à chaque épreuve ses propres limites. Ce matin, au cours du cross avec l'instructeur, il m'a fait clairement comprendre que plus elle allait avancer dans les sélections, plus ça allait être dur, et plus les risques, c'est qu'elle allait augmenter. C'est un peu dur. Un peu dur? Oui. Pourquoi? Les voir partir, de rester dans le vestiaire, devoir arrêter là, c'est pas évident. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai une entorse à la cheville droite. Je suis arrivé aux sélections donc légèrement handicapé.
si on veut dire. J'ai eu un accident de moto il y a une quinzaine de jours. Je pensais que ça allait tenir. Malheureusement, ça n'a pas fait. Au 3e jour de stage, ceux qui ont tenu jusque-là passent dans une autre dimension. Ils abandonnent les bouteilles à air comprimé pour un autre appareil de plongée qui s'appelle l'Oxygers. Ok, c'est bon, vous allez sur le côté, vous révisez votre plongée. Suivant. Ces hommes vont devoir apprendre une nouvelle façon de plonger. À ce stade, l'endurance ne suffit plus, c'est la tête qui va travailler. C'est un moment important pour eux. C'est un moment, c'est une grande découverte. C'est la première plongée à l'Oxygers. C'est un appareil qui représente un peu un mythe pour eux. Ils respirent de l'oxygène pur et uniquement de l'oxygène pur. Cet appareil permet d'effectuer des plongées à une profondeur de 6 mètres sans faire de bulles. Donc discret, une grande autonomie, donc pour nous très intéressant. Car la notion de durée est importante pour couvrir le maximum de distance. C'est l'appareil de base du nageur de combat. Cette première plongée est envoûtante, car totalement silencieuse. Mais il faut rapidement apprendre à respecter les règles de la plongée à l'oxygène pur et ne pas dépasser le seuil des 6 mètres de profondeur. Au-delà, l'oxygène devient toxique. Il faut en même temps apprendre à tenir un cap à la boussole, puisque l'Oxygers permet de nager sous l'eau pendant des heures. Comment s'est passée cette première plongée là, les deux gars là, vous aviez avec vous? C'était pas terrible. Pas terrible? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient pas à l'aise avec les... Voilà, manque d'aisance. Là, il faut leur réexpliquer ce qui a été expliqué pendant le briefing. Vous êtes un peu leur mère poule là derrière eux. Je ne le dirais pas comme ça. Je ne le dirais pas comme ça. On fait tout pour qu'ils réussissent, pour qu'ils comprennent. Mais on n'est pas leur mère poule, non. C'est pas comme ça qu'ils nous voient d'ailleurs. Mais pour eux, le gros travail, c'est de maîtriser, essayer de maîtriser l'appareil, ce qui n'est pas simple. Et ils ont tout un tas de sensations qui sont souvent fausses, parce que c'est surtout la tête qui travaille et pas trop leurs jambes. Donc ils oublient tout un tas de détails dans leur travail, et surtout c'est qu'ils n'ont pas... On dirait qu'ils ont peur de cet appareil-là. Alors que c'est une Formule 1 de la mer, ça. On respire comme dans un fauteuil. Mais bon, ça va venir. Petit à petit. Vérifiez que l'embout soit en position fermée. Attention également à ne pas vriller les sangles de la barrière. C'est beaucoup de choses les gars, mais surtout vérifiez chaque chose une par une de façon à arriver à l'inspection pareil. Autant de choses qu'il faut.
lorsque vous allez sauter à l'eau, la plongée pourra continuer. Au 9e jour de sélection, ils ne sont plus que 12. La fatigue est immense et le pire est à venir. Trois heures de nage dans une mer froide, agitée, sanglée 2 par 2 par sécurité. Seul un mental d'acier peut les faire tenir. Et c'est précisément la clé pour entrer au cours nageur et devenir nageur de combat. Le cours nageur, en fin de compte, c'est une sélection, c'est un filet où on passe la maille, ou alors, si on passe pas la maille, on est bloqué, on ne fait pas l'affaire, ou si on passe trop vite dans la maille, c'est pas bon non plus, c'est un tout. Là, il y en a 3 qui arrivent à Picardie. L'esprit, dans le fond, a priori, reste le même. Il y a un moule, on devient nageur ou on ne le devient pas, c'est tout. C'est tout d'abord un état d'esprit. Ensuite, eh bien, une panoplie de gestes techniques et tactiques. Et c'est un tout. Et ça reste quand même rustique également. Parce que bon, il y a des matins où on ne se lèverait pas, qu'on n'irait pas à l'eau. Ben, on y va quand même. Et puis on s'aperçoit une fois qu'on est dans l'eau qu'on a bien fait d'y aller. Jusqu'au dernier moment, il reste une part d'incertitude pour ces candidats. Il faut tenir. Tenir jusqu'à la dernière minute. Qu'est-ce que vous avez ressenti là? Essoufflement 20 minutes avant, et puis après, impossible de me calmer, et je suis remonté. Calmer, c'est-à-dire une oppression? Voilà, c'était essoufflé, plus s'empirer, quoi. Le sentiment de manquer d'air? Ouais, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui a décidé de remonter? C'est l'instructeur ou c'est vous? Oh, je suis sorti, je suis arrivé en surface. J'ai pas décidé, mais surtout en surface, on m'a débranché, puis voilà. C'est dans la tête, ça. T'as fini une surface à quelle heure? 40. Enfin, au bout de 2h40. Au bout de 2h40. Et il restait 5 minutes. Les 5 minutes, il n'y a pas de secret. C'est dans la tête. La prochaine fois, c'est 3 heures. Là, c'est la fin de la sélection. Les élèves vont retourner dans leurs affectations et dans 3 semaines, ils auront un message pour ceux qui seront pris de convocation au cours nageur, où là, tout commence pour eux. Le cours, on en entend parler, donc c'est un cours mythique pour nous, fusiliers, commandos. On attend que ça, on veut faire ce cours, et quand on y est, on est comme dans un nuage, quoi. On y est, mais on rêve. Il retourne dans la machine à laver pour un programme beaucoup plus long, puisqu'il va durer 7 mois. Et pratiquement à chaque fin de module de formation, donc pratiquement à chaque fin de mois, ils peuvent quitter le cours à tout moment. Le rituel de la fin juillet à l'école de plongée. Les anciens remettent les insignes numérotés aux nouveaux promus. Ils ne sont qu'une poignée, à peine 5 ou 6 par an. 7 mois à vivre ce cours avec ses bons et ses mauvais moments. Et le dernier jour, moment féerique, puisque à la fin de la journée, on a la plaque nageur sur la poitrine. Nageur en 1986, affecté au commando Hubert de 1986 à 1989. On s'est donné les moyens et la force pour y arriver, donc on est content d'y être et on veut y rester.
que les gens qui sortent de là sont des gens qui sont extrêmement solides psychologiquement. Et c'est un des intérêts majeurs de ce cours. Est-ce qu'on forme des espèces de James Bond, de surhommes? Certainement pas. Il y a effectivement un côté James Bond parce que ces gens-là pratiquent régulièrement des activités tout à fait spectaculaires. Vous sautez d'un avion à très haute altitude de nuit en pleine mer, vous embarquez dans un sous-marin pour être largué sur une côte. Ce sont effectivement des choses qu'on retrouve dans les films de James Bond. En revanche, il y a un élément majeur, c'est que James Bond, c'est du cinéma. Alors ces gens-là ne font pas de cinéma. Ils peuvent être amenés à mettre leur vie en jeu, donc on n'est plus du tout dans le même registre. Les nageurs de combat du commando Hubert sont basés à Saint-Mandrier, dans le Var, non loin de la rade de Toulon, au bout de cette petite route côtière. Tous les matins, à 8 h, le lever des couleurs, au garde à vous. Mais dans cette unité d'élite, on ne veut pas forcément voir qu'une seule tête. On ne veut pas des clones, on veut au contraire des gens qui soient développés, épanouis, compétents, et ensuite on profite de leurs capacités pour faire quelque chose. En fin de compte, nous sommes riches de la diversité de notre personnel. À partir de cette base, on va faire des individus, on va profiter de leurs capacités, on va les rendre, essayer d'avoir des gens les meilleurs possibles dans différentes spécialités, et après, lorsqu'on pourra partir en mission, on prendra le meilleur dans chaque domaine pour pouvoir faire la mission qu'on a réalisée. Les grands types de missions du commando Hubert sont les missions des commandos marines, on s'en charge, c'est des actions de commando, de sabotage, de renseignement, actions de vie force, c'est interpeller des gens, évacuer des ressortissants français. Mais nous, ce qu'on a en plus, c'est qu'on est capable de s'infiltrer, comme on part de la mer vers la terre, de s'infiltrer en subaquatique, qui nous permet de nous approcher de zones hostiles sans être détectés. Le commando Hubert fait partie du COS, le commandement des opérations spéciales qui regroupe les unités d'élite de l'armée française. Pour remplir une mission, tous les moyens peuvent être mis à leur disposition, y compris un sous-marin nucléaire. Entrer à Hubert, c'est adhérer à l'action secrète. On choisit l'action quand on est dans les commandos, en particulier à Hubert, et l'action que l'on peut mener à Hubert est particulièrement discrète. Donc on adhère complètement à ce secret qui est lié à l'action des nageurs de combat au commando Hubert. La discrétion est un des éléments clés des actions type opération spéciale, car ça fait partie des facteurs d'efficacité. Donc on cache avant de réaliser une action, on dissimule ce que l'on va faire, on ne le révèle pas, car le fait de le révéler pourrait compromettre l'action à venir. Mais cela dit, ce ne sont pas des actions clandestines que nous menons, c'est-à-dire qu'elles peuvent être éventuellement revendiquées par le commandement qui a ordonné ces actions. Les sous-mariniers et les nageurs de combat ont un point commun capital, ils naviguent et agissent dans le secret le plus absolu. Si on devait donner des adjectifs, des qualificatifs dans notre travail, je dirais qu'il faut parler de rigueur dans la conception et dans l'exécution. Il n'est pas question de varier par rapport à ce qui a été décidé et ce qui a été accepté par nos chefs. Ils attendent un travail et pas un autre. Donc il doit être réalisé comme il a été conçu. Et puis c'est de l'audace et de l'imagination dans la conception. C'est-à-dire qu'une force spéciale n'est pas faite pour faire ce qu'un régiment doit faire. On nous donne une mission, on doit être capable de trouver une solution originale et adaptée dans l'esprit de la mission.
chance que nous avons, c'est que nous avons des gens qui sont plus âgés que la moyenne. Donc ce sont des gens qui ont déjà une expérience, qui ont déjà fait pas mal de missions. Et c'est des gens qui n'ont rien à, qui vont pas chercher à faire la bravade pour la bravade. Pour nous, il n'est pas question de rentrer quelque part pour tout casser ou tirer à l'arme automatique dans tous les coins. On n'est pas venu pour ça. Si on veut le faire, il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Et puis, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de faire un travail précis. Si on peut nous demander, on nous dit de venir quelque part tranquillement en voiture pour s'arrêter devant un local, on va profiter de la voiture. On va pas vouloir faire une démonstration de chute libre, de plongée, de je sais pas quoi. On va faire ce qui est le plus sain et le plus pratique et qui ne défendra pas la mission. Voilà. Il ne risque pas de remettre en cause ce qui a été ordonné. Cette nuit, les nageurs de combat doivent neutraliser un système de transmission. 36 heures d'approche discrète pour un sabotage et quelques minutes pour disparaître. Est-ce que vous suivez ce qui se passe dans le monde, vous suivez les différentes actions, et à la limite vous en tirez des scénarios? Tout à fait. On regarde ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est une source de renseignement, à la fois pour savoir, pour mieux connaître les théâtres où on pourrait être appelé à travailler, et également pour regarder les techniques qui ont été employées pour résoudre des problèmes localement. Alors, c'est deux sources d'informations qui sont importantes, et ça nous permet, le cas échéant, de cerner des évolutions dans les missions qui nous sont demandées, ou qui sont susceptibles de nous être demandées, et du coup de réorienter l'entraînement. Effectivement, ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une excellente maîtrise de l'usage des armes. On décolle à gauche, on décolle à gauche. Stoppez là. Voilà, mettez-vous en ligne. On n'est plus en temps de guerre, donc on ne peut pas tirer de manière aléatoire. Les effets collatéraux sont interdits, ou en tout cas ils doivent être maîtrisés au maximum. Donc ça veut dire qu'on a développé des techniques de tir pour être capable d'utiliser l'arme à bon escient. Cela signifie que lorsqu'on part en mission, on dit vous pouvez utiliser l'arme dans telle ou telle condition pour faire tel degré de destruction. C'est-à-dire que l'usage de l'arme, ça peut être pour tuer quelqu'un, en cas de menace, légitime défense par exemple, c'est pour défendre autrui. Ça peut être aussi simplement un terme de neutralisation, vous tirez dans l'épaule ou dans l'arme que la personne porte, pour éviter qu'elle blesse quelqu'un, donc en préventif. Ça peut être aussi ne pas faire usage de l'arme. Parce que donc pour être capable d'utiliser ce panel d'emploi, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans son tir, dans ses armes, dans ses équipiers, et que ce soit bien synchronisé, bien pensé avant d'agir. Et ça demande beaucoup de travail. Un travail quotidien qui nécessite beaucoup de temps. Comme tous les commandos des forces spéciales, ces nageurs peuvent intervenir en urgence pour une évacuation de ressortissants, par exemple, dans une région en crise. Mais ils préparent aussi des missions à long terme, pour lesquelles ils doivent tout étudier. Nature du terrain, type de population rencontrée, ou moyens spéciaux dont ils auraient besoin. Ces hommes s'adaptent, y compris lorsque l'actualité leur dicte un nouveau mode d'intervention. En octobre 1985, un groupe terroriste s'empare d'un paquebot italien en pleine Méditerranée, l'Achille Lauro. Une prise d'otage spectaculaire et difficile à maîtriser. Les nageurs de combat comprennent qu'ils vont devoir envisager une riposte inédite.
En France, depuis une quinzaine d'années, c'est le commando Hubert qui s'est spécialisé dans ce type d'action. Elle consiste à prendre d'assaut un bateau. Certaines techniques d'abordage secrètes sont restées interdites à notre caméra. Pour se préparer à ce type de mission, je vais faire un comparatif. On prend un sportif de haut niveau, genre un judoka ou un karatéka. Quand il va préparer une compétition, il va répéter d'abord un geste des dizaines de fois pour être sûr que ce geste deviendra en fait un réflexe. En revenant à nous, à notre activité, l'entraînement sera cette continuité dans la préparation, une répétition incessante de gestes à la suite. N'agissant pas seul, la répétition de ces gestes prendra en compte aussi la confiance qu'on va avoir envers la personne qui sera devant ou derrière nous. La préparation psychologique, je crois qu'elle se fait naturellement. C'est le contexte qui fait, le groupe qui fait qu'on est prêt psychologiquement, on est en pleine confiance. Ce qui fait qu'au moment venu, je ne crois pas qu'il y ait de question par rapport à cet aspect psychologique. Approche pas! N'approche pas! Le risque, c'est le facteur numéro 1 qu'on doit prendre en compte pour n'importe quelle intervention, pour n'importe quelle action. Il faut le calculer et par rapport à ça, adapter son action, adapter le travail de l'équipe à ce risque. Je crois que tout ce qui peut arriver au cours de notre carrière nous prouve que il y a les choses qu'on met sur papier et il y a les choses qui arrivent et qu'on ne comprend pas. Et que le principal est de mettre toutes ces choses, toutes les bonnes choses de son côté, mais que rien n'est jamais parfait. Tout est perfectible et que l'idéal c'est quand même d'avoir la baraka de son côté. On ne devient pas nageur par hasard. La disponibilité, le goût du risque, de l'effort prolongé sont souvent à l'origine des vocations. Si savoir souffrir est une force, en accepter certains aspects reste difficile. Il est clair que de passer de nageur de combat à une personne en fauteuil roulant, je ne vous cache pas qu'on préférerait largement y rester. Mais bon, le sort en a décidé autrement et maintenant je me dois de relever la tête, ne serait-ce que par rapport à mes amis et puis surtout mon épouse. C'est au cours d'un entraînement que la vie d'Olivier Masneau a basculé. À Hubert, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que c'est un milieu dans lequel on se surpasse automatiquement, ça fait partie d'un état d'esprit. Et on se base toujours là-dessus. C'est toujours une compétition entre guillemets perpétuelle pour ne jamais décevoir et être toujours au top. C'est un état d'esprit dans la vie aussi, dans la vie de tous les jours. Donc les deux combinés font que si j'avais pas eu cet état d'esprit, je serais déjà probablement pas là à l'heure actuelle. Sont vraiment des amis proches, comme je souhaite à tout le monde d'en avoir, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas de raison d'en vouloir à Hubert. Au contraire, Hubert m'a donné des années extraordinaires de ma vie, et ça je ne l'oublierai jamais. C'est ancré, c'est gravé, et il est clair que. Et puis en aucun cas, je ne reviendrai en arrière.
Si ce n'est le jour de ce saut où il est évident que j'aurais souhaité ne pas monter dans l'hélico, mais bon, personne ne m'a poussé de l'hélico non plus. Donc, comme il était difficile de revenir en arrière, la question ne se pose pas. L'intérêt de ce métier, c'est la dimension humaine. C'est vraiment ce qui donne toute la différence entre les gens de cette spécialité et puis d'autres, parce qu'on est en permanence avec les gens, parce que la hiérarchie est un petit peu différente, parce qu'on n'a pas à prouver, mais on a tout à montrer. Donc il y a un respect qui se fait les uns par rapport aux autres, en fonction de ce qu'on fera sur le terrain, en mission ou en exercice. On est complètement dans la mêlée. Cette vie m'a apporté... En fait, c'était une vie très très riche en expérience, riche en activité, donc tout à fait ce que j'attendais. Énormément de satisfaction donc sur le plan humain. Et puis un autre regard sur la vie. Quand dans certaines opérations vous êtes amené à mettre en jeu votre vie, après vos priorités changent. Et moi je donne aujourd'hui beaucoup plus d'importance à ma famille, par exemple. Est-ce que c'est possible justement d'avoir une vie de famille quand on est au sein de ce type d'unité? Oui, c'est tout à fait possible d'avoir une vie de famille. Bon, il est clair que la Légion d'honneur, ce sont nos épouses qui la méritent. C'est pas toujours facile de partir sur un coup de sifflet en disant à votre femme bah, je pars, je sais pas pour combien de temps, je sais pas où, je sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Et en même temps, il est très très satisfaisant d'avoir une famille, d'avoir les arrières qui tiennent. C'est un élément, à mon sens, majeur dans les opérations qu'on peut mener. Vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se passera bien. Noël 2000. 80% des hommes sont en mission. Les familles sont habituées. Elles vivent sur un océan de secrets et sont tenues à l'anonymat. À défaut d'aimer ça, les épouses comprennent. Est-ce que vous voudriez qu'il fasse autre chose? Non, parce que c'est son choix. Donc moi, je l'ai choisi de le suivre. Ça lui plaît. Donc c'est l'essentiel. C'est ce qu'il a choisi, donc je le respecte. Il y a une notion de risque qui vous traverse l'esprit? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Dès qu'on on regarde les infos, on imagine à peu près où ils sont. Mais on ne sait pas vraiment... on imagine toujours, mais c'est très dur. Et qu'est-ce que vous pensez de cette notion du secret? Je respecte ce secret, mais c'est très dur pour les familles. Ce mot secret, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi secret? Souvent, on le sait en plus par la suite, très tard, mais on le sait de toute façon, parce que tout se sait au niveau des infos, grâce aux journalistes, n'est-ce pas? Donc, secret pour eux, peut-être pour leur image, pour leur sécurité et pour notre sécurité surtout. Afrique, Moyen-Orient, Europe centrale, les hommes d'Hubert préparent des opérations militaires, mais toujours loin des médias. Une seule fois pourtant, ils ont agi en pleine lumière. Le 1er septembre 1995, le commandant Hubert arraisonne le navire de Greenpeace qui tente de s'approcher de Mururoa. Ce n'est qu'une action de maintien de l'ordre, mais qui prend des allures de bataille navale. Ces images vont faire le tour du monde. À Mururoa, nous sommes intervenus dans le cadre de l'acquisition pour veiller à une zone qui était interdite à la navigation internationale, au respect de cette zone, de l'application du règlement qui a été fixé. Et donc on a été chargé, nous étions chargés de reprendre le contrôle de bâtiments contrevenants et de les stopper pour pouvoir les reconduire à l'extérieur de la zone. Il se trouvait qu'il y avait des bâtiments parmi ceux-ci qui appartenaient à l'organisation Greenpeace. C'était pas des missions particulièrement, je dirais, guerrières, dans le sens où il n'y avait pas d'usage d'armes. C'est uniquement reprendre plus ou moins en souplesse le bâtiment pour lui faire comprendre qu'il n'y avait pas la peine d'aller plus loin. Mais ça prenait plus l'allure d'un jeu médiatique. C'était plus médiatique que guerrier. Voilà. Depuis l'opération Greenpeace, les hommes d'Hubert sont retournés au secret.
Ces dernières années, la presse a soupçonné plusieurs fois leur présence dans quelques conflits armés, notamment dans les Balkans. Mais aucune rumeur n'a jamais été confirmée. Dernièrement, la presse a fait état d'une opération qui serait passée dans les Balkans pour se saisir d'un criminel de guerre qui est recherché par le tribunal international. Est-ce que Hubert a participé à ça? Tout le problème des missions que nous réalisons, c'est que nous n'avons pas le droit d'en parler. Donc vous dire oui ou dire non, ça serait vous répondre. Le fait, c'est que nous avons une certaine déontologie, au même titre qu'un médecin, qui ne parlera pas de ces malades, qui va vous parler de manière générale, mais qui ne vous dira pas précisément que telle personne avait telle maladie à tel moment. Donc je peux vous dire que c'est dans nos capacités, que ce soit nous ou pas qui l'ayons fait, je ne peux pas vous répondre. Donc il y a toujours quand même... Est-ce que c'est une culture du secret ou... C'est une culture du secret, tout à fait, mais qui nous est imposée. Ce serait peut-être plus intéressant pour nous, ou plus agréable, ça flatterait peut-être davantage notre ego de dire ce qu'on a fait, par exemple, que au contraire de cacher l'émission qu'on a pu remplir. Miko! Make love, not war, with new Axe Peace.